En général, on a 2 voies différentes. La deuxième s'est beaucoup développée depuis que moi je suis rentrée à l'école, mais Cynthia, elle l'a plus connue, je pense. Donc la première voie, la classique, c'est des études de droit à l'université, sachant que pour passer le concours en tant qu'étudiant, pour passer le concours en tant qu'étudiant, il faut donc avoir un diplôme de bac plus 4. Autrement dit, un master 1 minimum. Ça, c'est la théorie. En théorie, certains réussissent avec un master 1, beaucoup réussissent avec un master 2 en réalité. Parce que le master 2 est une année où effectivement on a en termes de devoirs et d'examens, quelque chose qui ressemble beaucoup plus à ce que demande l'école de la magistrature que ce qui est préparé en master 1. Donc effectivement, cette année-là aide déjà à se préparer au concours de l'école de la magistrature. Donc master 1, c'est possible. Master 2, c'est plus conseillé. C'est pas totalement inévitable, mais c'est conseillé. Donc c'est un niveau d'études assez poussé en matière de droit, sachant que le droit n'a rien d'une montagne. Ça demande un petit peu, beaucoup de logique, et ça demande énormément de travail et un peu de mémoire. Voilà. Avec ça, normalement, des études de droit, ça se réussit. De la logique, du travail, de la mémoire, et normalement, le Master 1 au moins est dans la poche, en prenant ces 4 ans, en travaillant correctement les 4 ans, et la 5e année, normalement, est décrochable également. C'est essentiellement ça, de la logique avant tout, du travail beaucoup, et puis de la mémoire qui se développe au fur et à mesure des mois et des années, et des efforts de mémoire qu'on fournit. La mémoire, ça se travaille et ça s'améliore. Donc, même les gens qui, les premiers mois, ont l'impression de ne jamais y arriver, que jamais ce ne sera possible, il ne faut surtout pas lâcher le morceau, il faut s'accrocher. Le droit, il y a des mauvais moments. Le début de la première année est un mauvais moment. Le début de la deuxième année est un pire moment encore. Et puis après, ça se passe pas trop mal normalement. Voilà pour les études. La deuxième voie est une voie un petit peu différente qui consiste à intégrer un institut d'études politiques. Donc Sciences Po en résumé, Sciences Po Paris ou Sciences Po Province, puisque maintenant il y a plusieurs instituts. C'est la deuxième voie qui a largement développé son nombre d'entrées d'auditeurs de justice, donc d'élèves magistrats à l'école. Il y a 20 ans, ils étaient quelques-uns, et maintenant, ils sont, je crois, 20 ou 30% qui sortent des instituts d'études politiques, et donc non plus directement d'une faculté de droit. Leurs qualités sont évidemment un niveau d'études important, une logique implacable en général, et un niveau de culture générale extrêmement élevé, puisque le concours comprend sur un plan important, avec un coefficient important, une épreuve de culture générale à l'écrit, qui est, je crois, toujours le coefficient le plus important d'entrée à l'école. C'était déjà le cas il y a 20 ans, c'est toujours le cas actuellement. Et puis un oral aussi. Donc non seulement vous avez de la culture générale à l'écrit, mais vous la retrouvez, une fois que vous avez réussi l'écrit, à l'oral. Donc, pour ceux qui ont déjà 16, 17 ans, 18 ans, qui sont un petit peu intéressés, voire très intéressés par ce métier, ou par celui d'avocat, qui est assez voisin par la formation, je ne peux que vous conseiller de temps en temps, pendant vos vacances au moins, d'ouvrir un journal. Celui que vous voulez, ça va du Figaro, Libération, ce que vous voulez, Le Monde pour les plus puristes, et de commencer à lire des sujets généralistes sur le Moyen-Orient, le terrorisme, tout ce qui est culture des religions, évidemment, tout ce qui est questions sociétales. Ça ne vous prendra pas beaucoup de temps, vous faites ça quand vous avez un peu de temps devant vous. Ne vous forcez pas à lire ça tous les jours, vous allez y perdre un temps fou. Mais par contre, quand vous avez un peu de temps, faites-le. C'est le genre de choses qui peut commencer à vous faire apprendre des choses qui risquent de vous être demandées en compréhension du monde qui vous entoure, de la société qui vous entoure. Si vous ne vous intéressez pas aux gens qui sont autour de vous, de la façon dont la société fonctionne, les difficultés que rencontrent vos concitoyens, vous ne passerez pas le cap ni de l'écrit ni de l'oral. Le métier de magistrat, c'est avant tout s'intéresser aux autres, essayer de les comprendre dans quelle situation ils sont, de quelle situation on a à connaître, quelle situation on tranche. Les problèmes de construction, les problèmes économiques aussi rentrent en jeu. Donc c'est s'intéresser à ce qui se passe autour de vous déjà, et c'est ce qu'on vous demandera en premier au niveau de l'intégration à l'école. Après, la culture juridique, vous l'aurez par vos études du droit, et la technique pure du magistrat, vous l'acquérez à l'école et vous l'acquérez en stage. Autrement dit, c'est 7 ans, 8 ans devant vous de travail. Les dernières années sont rémunérées, donc elles sont déjà moins difficiles. Mais c'est véritablement un parcours
progressif d'accumulation de connaissances et d'accumulation de connaissances du monde qui vous entoure. Donc l'école forme, mais l'école ne décide pas de qui sort et qui ne sort pas. C'est un jury extérieur avec en général un membre de la Cour de cassation, un membre du Conseil d'État, des professeurs de droit émérites, et puis je ne sais plus pour les autres. La Cour des comptes, oui, quelqu'un de la Cour des comptes, bref, des magistrats de haut vol et qui sont en général plutôt en fin de carrière. Pour être dans ce jury, en général, on choisit des gens qui ont un certain recul. Je crois qu'il y a aussi en général un procureur, des magistrats également de notre corps judiciaire, mais qui ont une ancienneté et des postes importants. L'exclusion, c'est souvent non pas un problème de compétences juridiques pures. On peut avoir des gens qui sont extrêmement capables d'appliquer une règle de droit, mais qui ne sont pas capables d'affronter les autres. C'est-à-dire que on est dans un métier où on rencontre des gens à longueur de journée. C'est le métier, c'est comme ça. On n'est pas là pour s'enfermer dans un bureau et ne plus voir personne. C'est quelqu'un qui n'a pas de lien avec l'extérieur et quelqu'un qui peut avoir des difficultés à exercer ce métier. Donc ça peut être ce genre de problème. Ça peut aussi éventuellement être quelqu'un qui est paralysé devant le fait de prendre une décision. On peut être extrêmement bon tant qu'on est sur un manuel, extrêmement bon tant qu'on est sur des exercices et des examens d'entrée ou de concours, et puis se paralyser quand on a une décision à prendre dans une situation réelle. Et là, pour nous, c'est impossible. C'est quelqu'un qui ne pourra jamais exercer le métier parce qu'il ne peut pas prendre une décision, donc il n'est pas fait pour ça. Il peut être très bon dans d'autres métiers, mais il ne pourra pas gérer cette situation-là pendant 40 ans, s'il n'y arrive déjà pas après 2 ans et demi de formation théorique puis pratique. Donc ça, ce sont des difficultés qui se décèlent effectivement à l'école et en stage, qui sont a priori assez rares, parce que quand même le concours d'entrée, c'est pas mal de difficultés déjà, avec dorénavant d'ailleurs je crois qu'il y a un psychologue qui assiste au concours au concours d'entrée, aux épreuves orales du concours d'entrée. Donc effectivement, normalement, ce sont des difficultés qui sont censées être repérées. Mais bon, il peut toujours y avoir quelqu'un qui n'a pas été repéré ou pour qui on s'est dit, parce que c'est quand même difficile de dire dès l'entrée, celui-là ne sera pas capable d'eux. Il y a quand même 2 ans et demi devant pour faire preuve du fait qu'on évolue et qu'on est finalement capable d'eux. Donc il y a des gens qu'on a, sur le doute, laissé rentrer, et puis le doute s'est confirmé et il n'y a pas eu d'évolution. Voilà les difficultés. Il y a aussi des gens qui démissionnent. C'est rare, mais il y a des gens qui se rendent compte que c'est pas du tout ce qu'ils imaginaient. C'est pas ce qu'ils imaginaient et c'est pas ce qu'ils voulaient non plus. Donc il y a des démissions qui sont rares mais qui existent pendant le cours de la scolarité. Il n'y a pas de bac qu'il faut pour faire ça. Tout le monde peut y arriver. Le droit à la Le droit à la spécificité de laisser la porte ouverte à tout le monde. C'est-à-dire que, y compris des gens qui n'ont rien fait au lycée, qui ne se sont pas passionnés au lycée. Moi, j'ai un bac scientifique. Moi, j'ai voulu faire ce métier à 12 ans. Donc, c'était un truc décidé, annoncé à un prof principal qui m'a absolument pas cru, qui m'a recroisé 20 ans plus tard en disant « j'ai pas cru quand tu m'as dit ça ». Oui, mais c'est quand même ce que je voulais faire. Voilà, donc chacun voit midi à sa porte. Mais c'est un métier, le droit en tout cas, c'est accessible à n'importe quel bac, plutôt généraliste, mais y compris le bac gestion, je ne sais pas comment on l'appelle maintenant, l'ancien bac G. Voilà, quelqu'un qui a réussi un bac G en travaillant à peu près normalement ou pas, et qui décide de tenter le droit a toutes ses chances parce que première année de droit, tout le monde commence à zéro. Personne n'en a fait quasiment. Personne n'en a fait, et pour ceux qui en ont fait un petit peu, ils n'en ont pas vu grand-chose. Donc très honnêtement, quand vous attaquez une première année de droit, tout le monde est à égalité, du bac S jusqu'au bac STG, il n'y a pas tellement de différence. Après, la différence, ça va se faire sur ceux qui sont logiques. Si vous n'arrivez pas à faire un raisonnement logique, là, c'est pas pour vous. Par contre, si vous avez ce raisonnement-là, si vous êtes bosseur, si vous commencez à travailler en première année de droit, vraiment, vous pouvez y arriver. Ce n'est pas le plus grand nombre, mais ce n'est pas désespéré. Il y a un niveau à rattraper après en culture générale. Il y a un niveau à rattraper en orthographe. Les concours d'entrée, c'est des concours écrits. Si vous faites des fautes à tous les mots, vous ne passerez pas.
Ou alors, vraiment, il faudrait que vous soyez brillant sur le fond. Ça arrive, mais quand même, le plus simple, c'est d'avoir une orthographe raisonnable, voire très bonne. Avoir une bonne grammaire, enfin bref, parler français, écrire le français correctement. Les correcteurs lisent entre 200 et 300 copies chacun. Donc très honnêtement, si vous faites une copie qui est moyenne et très très mal écrite, si vous passez sur le 300e, c'est insupportable, quoi. Pour avoir corrigé les copies, il y a quand même un moment où vous fatiguez à lire des choses qui sont mal rédigées. Donc il faut faire des efforts en français. Il faut faire des efforts en histoire, évidemment, parce que la culture générale, c'est beaucoup d'histoire. Pour ceux qui ont le goût de l'histoire, c'est la porte ouverte à toutes les espérances, hein, très honnêtement. Pareil pour la géographie, parce qu'il y a un peu d'économie dans la géographie, donc on va forcément à un moment ou à un autre croiser ce sujet-là. Après, je vous dis, les journaux, tout simplement, les journaux, se documenter sur ce qui se passe dans le monde autour de vous, et ça marche. Hein. Je ne sais pas si Cynthia vous a raconté, elle, son grand oral. Moi, le grand oral, le sujet, c'était le célibat. Donc, dans le célibat, vous casez quelques références. Hein. Ça part d'Élisabeth Ier d'Angleterre, vous continuez sur le Don Juan de Molière, vous terminez par le Don Juan de Mozart, et voilà. Après, forcément, on vous repose ces questions-là derrière. Donc c'est un peu de connaissance quand même. C'est aussi ce que vous aimez. Moi, j'aimais la musique classique à l'époque, ça m'est un peu passé, mais à l'époque, j'aimais ça. Voilà, si vous arrivez à caser ce que vous aimez, et que vous transmettez au jury le fait que vous vous intéressez à quelque chose, que vous n'êtes pas amorphe, que vous avez quelques passions dans la vie, ça lui plaît, quelle que soit cette passion-là. Ce qu'ils veulent, c'est des gens déterminés. Ils ne veulent pas forcément exclusivement que des gens qui ont un cerveau bien rempli. Ce qu'ils veulent, c'est comprendre que la personne qu'ils ont en face d'eux a quelques connaissances de droit, saura les appliquer et saura faire le tour de la question avant de prendre une décision. Et saura prendre cette décision. Voilà. Et c'est du travail. C'est un petit peu de personnalité, mais ça aussi, ça se travaille. J'étais quelqu'un qui n'ouvrait pas la bouche jusqu'à mes études de droit, hein, jusqu'au concours, mais jamais. Quand on a su que j'allais au parquet et que donc je prendrais la parole à l'audience, dans ma famille, on ne m'a pas cru. Voilà, donc on peut changer, il n'y a vraiment aucun problème. Si vous êtes timide aujourd'hui, vous le serez sans doute plus demain. Juste croyez à ce que vous faites et à ce que vous avez envie de faire. Et vous y arriverez. En tout cas, vous aurez toutes les chances d'y arriver. Le concours peut se rater une fois, ça se recommence l'année suivante. Hein. Il y a 3 fois. Vous avez le droit de le passer 3 fois, de passer vos épreuves 3 fois si vous présentez à l'écrit. Donc, tentez-le si vraiment vous le voulez et vous pouvez y arriver. Mais commencez, c'est plus facile en commençant à travailler maintenant, je pense, que plutôt que d'attendre votre première année de droit quand même. N'accumulez pas le retard. Ne croyez surtout pas que je vous donne le conseil de vous la coller douce jusqu'à la première année et démarrer après. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde a ses chances, mais que plus vite vous vous y mettez, et moins le travail à fournir sera énorme. Première, deuxième année de droit, c'est quand même difficile. Ça veut dire que vous ne sortirez pas tous les week-ends. Ça veut dire que vous rentrerez peut-être pas chez papa-maman tous les week-ends si vous êtes par exemple à Rennes ou plus loin, ou sur Paris, ou Montpellier, ou Lyon. Les facs de droit réputées, c'est Paris, Lyon, Rennes est pas mal réputé. Lyon, Aix-Marseille, ça doit toujours être ça. Voilà. Et puis la deuxième année difficile aussi. Et alors l'IEJ, effectivement, l'Institut d'études juridiques dont vous a parlé Cynthia tout à l'heure, qu'on fait après le Master 2, ou avec le Master 2, mais c'est plus difficile. Là, c'est une année où vous ne faites que bosser. Effectivement, du lundi au samedi. Le samedi, vous rendez des galops d'essai. Le dimanche, vous essayez de vous reposer jusqu'à midi, puis après, vous vous y remettez et vous bossez jusqu'à minuit ou 1h du matin. C'est à peu près l'équivalent d'une classe prépa. Après, vous voulez le concours ou vous ne le voulez pas. Hein. Donc, il y a un moment où il y a un sacrifice à faire. C'est cette année-là qu'il est le plus dur. Après, vous pouvez vous renseigner. Je ne sais pas si les chiffres sont toujours publics ou pas. Enfin, je crois que chaque IEJ, en gros, fait sa publicité et donne ses statistiques. Ça peut ne pas être innocent, les statistiques d'un IEJ. C'est l'IEJ de Paris 2 qu'on a fait effectivement toutes les deux à 20 ans d'écart. Hein, c'est quasiment une classe prépa. C'est le seul, avec Aix, je crois, peut-être. Alors Paris 2, pour y rentrer à cette IEJ, c'est un calcul assez tordu. Il faut anticiper. L'IEJ de Paris 2 prend ses Master 2 à lui et ses Master 1 à lui, en résumé. Donc, il en prendra d'autres, mais sur dossier. Donc, il vaut mieux anticiper et voir s'il est possible. Par exemple, pour les bourses. Moi, j'étais boursière, hein, donc c'est comme ça que j'ai pu le faire. C'est voir si on peut monter à Paris ou pas pour les 3 dernières années.
Donc faire ces 2 premières années d'études ou 3 premières années d'études éventuellement à Rennes, et puis éventuellement, si on peut travailler un petit peu à côté, ou si les parents peuvent aider, ou s'il y a une bourse, ou les 3. Enfin, parents et bourse en général, c'est un peu incompatible. Éventuellement monter à Paris ou ailleurs. Rennes a des bons résultats quand même, hein, pour quelqu'un qui bosse, quelqu'un qui souhaite vraiment faire ce métier-là. Rennes est un IEJ de bonne qualité également. Après, il y a des choix à faire. Est-ce qu'on veut vraiment bachoter ou pas? Les prépas privées, donc une essentiellement, dont j'ai eu écho, qui est plutôt réputée, qui était anciennement l'ISP à Paris, qui s'appelle aujourd'hui l'autre prépa, donc, qui est située à Bordeaux, il me semble, maintenant. Avec donc 2 professeurs émérites, je ne sais pas si on peut... Donc c'est Christophe André qui enseigne à Sciences Po, en fait, tous les 2. Christophe André et Céline Garçon, voilà. Donc ce sont eux qui ont créé la prépa privée à Paris, qui l'ont ensuite délocalisée à Bordeaux. Sachant qu'on ne vous fait pas de publicité pareille, parce qu'on n'y est passé ni l'une ni l'autre, hein, donc on ne sait pas du tout ce que ça vaut. La collègue qu'on vient d'avoir en stage, donc qui est en tout début d'école, il y a 15 jours, dit que personne ne connaît en fait réellement les statistiques des prépas privées. Donc, très honnêtement, on ne peut conseiller ni déconseiller, ni vous dire celle-là ou une autre. Je ne crois pas qu'il y ait de statistiques réelles sur le fait d'augmenter des chances ou pas en y passant. Voilà. Sachant que le système public, pour ce que j'en connais et pour ce que j'en ai vu, peut être très efficace aussi. Ça, c'est certain. Toujours avec les mêmes conditions, hein, du travail et de la persévérance. Et de ne pas lâcher le morceau, même quand on a des mauvaises notes, continuer. Et normalement, ça finit par passer. Le but de la faculté, c'est d'une part de faire des professionnels, et puis aussi de faire des professeurs de droit. Il ne faut pas se mentir. Le but d'un professeur de droit, c'est de trouver son futur successeur. C'est normal. C'est vraiment le fondement de l'université, de pousser à la connaissance et à l'exploration de la matière. Donc le professeur de droit, lui, ne va pas forcément, dans un premier temps, se préoccuper de choses très techniques, alors qu'un UT va effectivement vous former à des choses techniques précises. Par contre, la théorie générale des contrats, je ne pense pas que ce sera vu avec autant de détails que c'est vu à la faculté. Autrement dit, la faculté vous forme à des raisonnements, à manier des concepts juridiques. Je ne suis pas sûre que l'UT, sur 2 ans ou 3 ans, 2 ans, puisse arriver à ce résultat-là. Les études de droit sont faites sur 4 à 5 ans et ça les vaut. Ça les vaut. Ça les vaut sur le détail de ce qu'on apprend et ça les vaut aussi sur le raisonnement qu'on y apprend et la façon de le manier par rapport à des concepts très différents, des matières qui vont se télescoper les unes les autres, des grands principes qui vont s'entrechoquer, quel grand principe doit l'emporter dans quelle matière. Tous ces raisonnements-là, je ne suis pas persuadée que l'UT puisse les apporter. Or sur les concours d'entrée notamment, on est quand même beaucoup là-dedans. La seule condition pour passer le concours, c'est d'avoir un diplôme Bac+4. Après, quels sont les concours que l'école admet comme représentant du Bac+4 ou pas, je pense que vous trouvez ces renseignements-là sur un site. Ah oui, il y a un site internet hein, quand même, qui n'est pas inintéressant, qui est celui de l'École nationale de la magistrature. Vous avez aussi un site internet qui est pas mal fait, qui est celui du ministère de la Justice. D'autant que le ministère de la Justice ne souhaite qu'une chose, c'est avoir le plus de candidats possible. Parce que plus on a de candidats, et plus on a les meilleurs ensuite. Donc véritablement, la politique a toujours été celle-là. Plus il y aura de candidats au concours, et plus ceux qui seront reçus auront un bon niveau, parce que c'est quand même le souhait de base. Donc les années, suivant les années, les nombres de places diminuent, augmentent au gré d'une part essentiellement de plusieurs critères. Il y a le départ en retraite qui sont à remplacer. Il y a l'éventuelle volonté gouvernementale d'augmenter ou pas le nombre de magistrats, qui est chez nous une question importante et récurrente et presque syndicale, même totalement syndicale. Et puis il y a quel est le budget, tout simplement. Quel est le budget? Est-ce qu'on peut engager des magistrats qu'il va falloir payer pendant 40 ans? Voilà ce qui détermine finalement le nombre de places au concours. Alors ce nombre de places, je vous ai ramené, il est sorti aujourd'hui pour le concours 2015. Ça a été l'arrêté est de ce jour, tout chaud. Donc pour ceux qui vont passer le concours en premier concours, donc en tant qu'étudiant, directement à la sortie des Bac+4,
Il faut donc avoir 31 ans au plus, il y a une limite d'âge sur ce premier concours, et être titulaire d'un bac plus 4. Alors les 31 ans, c'est au 1er janvier 2015. Alors il y a des dispositions relatives au recul, je crois que c'est les enfants, les femmes qui ont des enfants, je crois, que c'est 1 an par enfant, il me semble. Je n'ai plus souvenir, mais il me semble que c'était ça. Donc être titulaire d'un diplôme de niveau bac plus 4 ou d'un diplôme d'un IEP, parce que l'IEP c'est 3 ans après le bac. Donc en fait l'IEP c'est un bac plus 3, mais compte tenu du fait de la qualité de leur diplôme, eux peuvent le passer à bac plus 3. Ou être ancien élève d'une école normale supérieure, ce qui là est plutôt rare. Donc école normale supérieure de Cachan, école normale supérieure d'Ulm. Voilà, donc c'est assez réduit. Et là pour le coup, ce sont des gens qui ont réussi leurs études brillamment. Il y a un deuxième concours, parce que tout le monde ne vient pas forcément ici. Je ne sais pas s'il y a autre chose que des gens qui sont encore au lycée ou au collège et qui sont en études. Mais sinon, il y a d'autres voies pour devenir magistrat. Il y a les fonctionnaires ou agents de l'État ou d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou de la fonction publique hospitalière qui sont nés après le 31 juillet 66 pour cette année, qui doivent avoir donc 48 ans et 5 mois au plus au 1er janvier 2015 et qui doivent surtout justifier de 4 années de service public. Autrement dit, d'avoir exercé pendant 4 ans une fonction un poste de fonctionnaire, quel qu'il soit. Il passe un concours, qui est exactement le même concours, les mêmes épreuves que celui des étudiants, avec un nombre de places qui est moins important, mais ça veut dire que très clairement, le jury prend des gens qui sont au même niveau que les étudiants, avec souvent, et c'est le cas cette année, un report d'ailleurs, parce qu'ils ont trouvé que les candidats fonctionnaires n'avaient pas le niveau suffisant, donc ils ont transféré des places offertes à ces fonctionnaires sur le concours étudiant. Ils ont pris plus finalement d'étudiants que prévu et moins de fonctionnaires. Voilà. Ouais. Oui, au 1er janvier pour les étudiants. Tout ça, vous allez le retrouver sur Internet, sur École nationale de la magistrature et ministère de la Justice. Tout ça va être présenté, y compris sur l'École nationale de la magistrature, quand vous avancez dans les études, par exemple quand vous êtes en 3e année, commencez à aller voir, il y a toutes les annales du concours. Autrement dit, quels ont été les sujets qui ont été donnés, notamment les sujets de culture générale. Tout ça peut se retrouver sur Internet, y compris, élément très important, le rapport du jury. Avec des perles, comme partout, l'École nationale de la magistrature, c'est comme partout, le concours d'entrée, il y a des jolies perles dans les épreuves, qu'évidemment le jury prend un malin plaisir à raconter dans le rapport. Et puis aussi, ce rapport contient toutes les qualités qu'ils ont pu voir dans certaines copies. Et je crois que certaines années, ils publient les meilleures copies. Donc c'est un moyen, quand vous approchez du concours aussi, de voir ce qu'on attend de vous, en allant voir les copies de l'année. Essayez de le faire d'abord, l'examen en question, enfin l'épreuve en question. Essayez de la faire, et puis après aller se confronter à ce qu'a fait celui qui a eu la meilleure note qui est rentré. Voilà. Ça, c'est un bon exercice pour voir ce qui vous manque, ce que vous avez complètement loupé. De toute façon, les profs des IEJ vous le conseilleront également, mais effectivement, Internet est un bon moyen d'avoir des éléments aussi de ce qu'on peut attendre de vous. Les gérer aussi. L'année de mon concours, on était 3000 candidats. Et ces 3000 effectivement présents. C'est-à-dire que les statistiques données par l'école sont des statistiques sur les gens qui ont rendu leur copie sur les 4 épreuves. Enfin, je ne sais plus combien il y a d'épreuves écrites maintenant. 6. 6, parce que nous on en avait 4. Donc 6 épreuves, et ces stats-là, c'est qui a passé le concours jusqu'au bout. Pas celui qui est parti en ayant compris que ce n'était pas la peine de continuer le 3e jour. Il y a des gens qui se présentent pour voir, et puis qui savent très bien qu'ils n'iront pas au bout, parce qu'ils referont le concours l'année suivante, en réalité. Mais c'est à vos risques et périls, parce que vous grillez une cartouche sans être préparé. Sachant que vous il n'y ne pouvez a que 3 passer, cartouches. Voilà. Il n'y a que 3 possibilités de le passer en externe. Donc 51 places pour le 2e concours. Et alors il y a un 3e concours. Alors là, il faut être de nationalité française, être né après le 31 décembre 1974, être âgé de 40 ans au plus au 1er janvier 2015 et justifier de 8 années au total d'une ou plusieurs activités professionnelles dans le domaine privé. Donc là, c'est pas un concours fonctionnaire, c'est un concours extérieur. Donc activité professionnelle dans le domaine privé, d'un ou plusieurs mandats de membres d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou de fonction juridictionnelle à titre non professionnel. Donc là, il faut justifier de 8 ans d'exercice d'une profession qui en général a un rapport avec le droit. Tout simplement, donc ce 3e concours qui est pour cette année, qui aura 14 places. Donc là, c'est vraiment le moins important. Si, 40 ans. 40 ans, donc c'est 48 pour les fonctionnaires et 40 ans pour l'extérieur.
40 ans avec 8 années d'exercice professionnel. Donc effectivement, là, il faut quand même pas trop tergiverser et tenter le concours. En plus de ces concours, on a ce qu'on appelle des concours complémentaires. Donc là, c'est pareil, il faut justifier d'une activité professionnelle en lien avec le droit. Vous passez un premier examen avec un jury qui voit s'il peut investir sur votre personne. Et là, après, vous avez un stage professionnel de 6 mois. Et là, ce sont les collègues qui décident si oui ou non vous pouvez continuer. Donc là, effectivement, c'est sur l'année dernière. Je crois que l'année dernière, ils étaient une 20. Enfin, je ne connais plus les statistiques exactes, mais tout le monde n'est pas sorti à la fin des 6 mois, loin de là. Donc pour les gens qui sont fonctionnaires, ils se mettent en disponibilité pour 6 mois, c'est pas très grave, ils retrouvent leur poste à la fin. Pour des gens qui sont en fait sur des activités privées libérales notamment, il y a des avocats qui choisissent cette voie-là, et il y a des avocats qui ne sont pas gardés. Là, l'enjeu professionnel pour eux, il est énorme, et la perte, elle est énorme. Pour ceux qui ont perdu une clientèle pendant 6 mois ou qui ont perdu de la clientèle pendant 6 mois, derrière, il faut la reconstruire. Donc voilà, des enjeux différents suivant de quelle profession vous venez. Sachant que la magistrature a vraiment le souhait d'élargir le champ des personnes qui rentrent, parce que le concours, le deuxième concours et le troisième concours ont un intérêt important qui est de faire entrer des gens qui ont vécu autre chose, qui n'ont pas fait que des études, qui ont exercé d'autres métiers, qui ont vu d'autres choses, qui sont, dans leur expérience professionnelle, un apport extrêmement important. Quand vous vous retrouvez dans un tribunal correctionnel, que vous avez une peine à choisir et que vous êtes 3 pour la choisir, l'expérience de quelqu'un qui vient de l'extérieur peut être importante. C'est un regard différent. Et donc, compte tenu de nos décisions, qui sont des décisions à prendre concernant des gens, donc c'est pas de la matière, il n'y a pas de règles définies, c'est difficile à saisir. Donc là, l'expérience de l'extérieur peut être effectivement importante, et ils peuvent nous apporter quelque chose que les anciens étudiants qui viennent directement du milieu étudiant n'ont pas forcément vu. Et inversement aussi. Si j'ai un dernier conseil à vous donner, c'est vraiment apprenez à être curieux. Intéressez-vous au monde qui vous entoure. Si c'est le monde juridique, il y a également ce qu'on appelle les assistants de justice dans les tribunaux qui vous permettraient d'avoir, je crois que c'est pendant la maîtrise, enfin le Master 1, une expérience déjà en tant qu'assistant de justice d'un magistrat dans un tribunal. Donc ça vous permettrait déjà de voir d'un œil interne comment fonctionne un tribunal, avec qui vous avez affaire au quotidien. Et ça, c'est très important, c'est une source très importante pour le concours. En tout cas, pour peser pendant le grand oral, d'avoir une expérience en tant qu'assistant de justice. Au moins d'avoir fait un stage. Alors les stages, vous pouvez les demander à partir de la première année, hein, sur toutes les professions juridiques. Vous ne contentez pas des magistrats, il n'y a pas que ça dans le monde juridique. Il y a les avocats, il y a les huissiers, il y a les notaires. Tous ces métiers-là pratiquent le droit de façon différente. Et tous ces métiers-là vous donnent une première ouverture sur un tribunal, parce que tous ces gens-là travaillent avec les tribunaux. La police et la gendarmerie aussi. La vie de tous les jours d'un juge d'instruction ou d'un substitut du procureur ou d'un procureur, c'est le contact avec la police et la gendarmerie ou la douane. Donc tous ces métiers-là sont des façons de voir comment on travaille. Le métier du juge des enfants, c'est du contact avec des éducateurs, des assistants sociaux. Donc si vous demandez des stages au Conseil général, à l'aide sociale à l'enfance, je ne sais pas s'ils prennent, mais je pense qu'ils doivent pouvoir effectivement accueillir, soit de façon très brève en troisième, soit sans doute de façon un petit peu plus longue, une fois que vous êtes en études, en faculté. Tout ça vous apporte une première approche du métier et des différents métiers du droit, donc n'hésitez pas. Dans les métiers du droit, vous avez aussi tous les métiers d'éducateur, protection judiciaire de la jeunesse, notamment. Il y a plusieurs voies d'accès sur la protection judiciaire de la jeunesse. Les métiers du droit offrent aussi la possibilité d'entrer dans la pénitentiaire. L'administration pénitentiaire offre des postes, ça va du gardien de prison au lieutenant pénitentiaire jusqu'au directeur de la prison. Tout ça sont des métiers très différents qui tous ont un rapport avec le droit et tous, vous pouvez y accéder par la voie du droit. Les greffiers, c'est pareil. Les greffiers en chef qui gèrent l'administration d'un tribunal, donc l'argent d'un tribunal, les fonctionnaires d'un tribunal, sont aussi éventuellement ouverts à recevoir des gens en stage. Tous ces métiers-là ont un rapport avec la justice et font partie de la justice pour certains, et accueille des gens en stage. Donc multipliez les expériences. D'une part, vous saurez ce que vous voulez faire parce que vous l'aurez vu. D'autre part, le jour où vous passez un concours quel qu'il soit, ou l'examen des avocats, c'est pareil, vous savez de quoi vous parlez un petit peu. Donc ça peut plaire. C'est toujours intéressant pour un jury de voir quelqu'un qui a cherché à comprendre ce qu'il allait faire et ce qu'il voulait faire, plutôt que quelqu'un qui a juste une idée
très idéalisé de ce qu'il veut réaliser. Alors par exemple, pour ceux qui veulent être juges des enfants et seulement juges des enfants, élargissez vos choix, hein, parce que personne ne fait juge des enfants pendant 40 ans. C'est usant, c'est fatigant, c'est difficile. Donc élargissez, allez voir les autres fonctions. Tout est ouvert chez nous, y compris le juge des enfants, mais les autres aussi. Voilà. Et surtout, partez pas dans l'idée que le juge des enfants est un sauveur, parce que vous allez avoir des désillusions très rapidement.